Conversation téléphonique entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Ce n'était plus le cas déjà avant l'élection présidentielle. Maintenant, eh bien, que cet exercice démocratique est terminé, eh bien, Emmanuel Macron a pu rappeler Volodymyr Zelensky avant peut-être d'autres initiatives. On parle éventuellement d'une visite à Kiev avec le chancelier allemand, peut-être même le 9 mai. Alors le 9 mai, vous le savez, c'est la semaine prochaine et c'est la fête de l'Europe. Mais on le voit, Arlette Chabot, alors on parle de militaire, on parle d'humanitaire, on parle d'accord. Bon, il n'y a pas grand-chose de nouveau finalement dans cette conversation. Non, ça ressemble plutôt à une reprise effectivement d'un contact, un échange entre un président français qui vient d'être réélu et un président ukrainien qui continue son combat et sa guerre. Donc il y a beaucoup d'affirmations, de confirmations de principes, attitude de la France déterminée à préserver l'intégrité, bien sûr, du territoire ukrainien. Donc ça, c'est une chose. Et puis, le président Zelensky remercie, on le voit à l'instant, la France pour l'envoi de matériel militaire, matériel qui va, renforts qui vont se poursuivre, dit le président de la République. Il n'y a pas de communication précise sur le matériel, alors qu'il y a beaucoup de détails donnés sur l'assistance humanitaire, l'envoi aussi d'enquêteurs qui peuvent participer aux recherches, de preuves concernant des crimes de guerre. Ça, c'est aussi une confirmation. Et puis la volonté de la France, toujours en réaffirmant la volonté de préserver l'intégralité du territoire ukrainien, la France prête à participer à des négociations de paix. Mais pour l'instant, je pense tout le monde a remarqué qu'on parle plus de guerre que de paix. Et cela des deux côtés. En tout cas, Emmanuel Macron rappelait il y a quelques jours que pour l'instant, tout dialogue avec Vladimir Poutine était un peu inutile. Et d'ailleurs, on l'a vu avec le secrétaire général de l'OTAN à Moscou. On parle peu de paix en ce moment, encore une fois, et ça ne sert à rien, même s'il est important de préserver le canal de discussion. Pour l'instant, la paix, ce n'est pas de ça qui est sur la table, c'est la guerre. Général Trinquant. Oui, simplement, on parle beaucoup de la livraison de l'armement. On parle moins de la posture de l'OTAN, qui fait partie de cet environnement et extrêmement importante. Je rappelle que la France commande la force de réaction rapide de l'OTAN, qu'elle a été la première à envoyer en Roumanie un détachement, en Estonie un détachement, et d'avoir des rafales qui étaient au-dessus du ciel de la Pologne. Parce que tout ceci, c'est un tout cohérent. C'est-à-dire qu'il faut renforcer l'armée ukrainienne, mais en même temps marquer que la ligne rouge, parce qu'on parle beaucoup de ligne rouge. Oui, bien sûr. Il y a une ligne rouge qui est claire, c'est la ligne rouge de l'OTAN. Alors, justement, Monsieur Poutine sait qu'il ne peut pas franchir cette ligne-là. En revanche, nous, dans l'autre sens, la ligne est beaucoup plus floue. Général Trinquant, juste pour préciser, pour être très clair, quand Emmanuel Macron parle donc d'envoyer ou de continuer à renforcer donc un appui militaire, ça veut dire clairement c'est chaque pays envoie ce qu'il peut, ce qu'il veut à l'armée ukrainienne. C'est ça. Là, c'est pas groupé, c'est chacun en fait. C'est ça. C'est chacun, ceci étant coordonné quand même. Coordonné au sein de l'OTAN, mais au sein des alliés, j'allais dire de façon générale, parce que, souvenons-nous, évidemment, les chiffres n'ont rien à voir. Quand on parle des 33 milliards américains, fabuleux. Bon, l'Union européenne a débloqué 1,5 milliard en 48 heures, alors que 1 mois avant, 2 mois avant, il y avait des tas de pays européens qui ne voulaient pas entendre parler d'armement létal. Donc l'Europe a fait une révolution copernicienne là-dedans. Et ça, il faut s'en souvenir. Parce que, si vous voulez, ce renforcement de l'Europe globalement dans le domaine de la défense, ça doit être un effort sur le long terme. Parce que je ne veux pas être pessimiste, mais que sera l'administration américaine dans 3 ans? Moi, je n'en sais rien. Et à ce moment-là, les Européens, il faudra qu'on puisse compter sur les Européens. Clairement, par exemple, quand l'Allemagne dit « nous, on envoie des chars », on s'entend à ce moment-là avec la France pour dire « vous envoyez autre chose » en fait, c'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait une coordination là-dessus. En fait, chaque pays, en fonction de ce qu'il a de disponible, le dit à l'autre, et voilà, ça se coordonne comme ça. Et les troupes, c'est dans le cadre de l'OTAN, c'est pour ça qu'il y a un régiment français qui est en Roumanie, parce que la Roumanie est dans l'OTAN, donc on est positionné là. Exactement, sur la frontière comme en Estonie et comme en Pologne. D'accord, c'est ça. Emmanuel Dupuy. Alors, l'Allemagne n'envoie pas des tanks, elle n'envoie pas des chars Léopard, elle envoie des véhicules anti-aériens, Guépard, c'est pas la même chose. D'accord, pardon. C'est pas tout à fait la même utilisation. Pour l'instant, les seuls chars dont on parlerait, ce seraient des T-72 slovaques et polonais. D'accord. En échange, la Pologne a dit « je veux bien livrer mes 100 T-72 en échange de 250 chars Abrams que les Américains sont prêts à leur vendre pour 5 milliards de dollars ». Confirmant effectivement qu'il y a
deux dynamiques ou deux routes, finalement, les États et les industriels de défense. Emmanuel Macron a évidemment un rattrapage à faire. La France a livré seulement, c'est le président Zelensky qui l'a dit ou qui l'a peut-être redit au président Emmanuel Macron, 100 millions d'euros. On est très loin des 3,7 milliards déjà donnés par les Américains et la promesse des 20 milliards, parce que ce n'est pas 33 milliards. 33 milliards, c'est une enveloppe globale, dont 20 milliards pour la défense, qui n'ont pas été votés par le Congrès encore. Hein. Mais c'est pas la même économie tout de même entre la France. Non, bien sûr, c'est ce que je dis. Et c'est là où je rajoute. C'est là où je rajoute. La France, par rapport à ce qu'a dit Dominique, contribue à hauteur de 20% à la Facilité européenne pour la paix. Donc notre action, elle est multiple. C'est pas juste. Et évidemment, nous assumons le commandement, le bataillon d'alerte de la force de réaction rapide, mission Lynx en Estonie et mission Aigle en Roumanie. Donc, ce n'est pas juste de l'armement. Le prince Zelensky a félicité les États qui ont donné beaucoup d'armement. Par exemple, l'Estonie consacre 0,8% de son PIB. C'est énorme. En proportion, l'Estonie est beaucoup plus impliquée que nous ne le sommes. Mais notre action est multiple, multiforme, diplomatique, militaire, humanitaire. Mais quand on envoie, pardon, on puise dans nos réserves, parce qu'on lit ça, pour l'instant, et fameux César, on dit on puise dans nos réserves. Oui, c'est 12 canons César. Oui. Je parle sous le contrôle de Dominique. Donc, on a 12 canons. Et on en a peut-être plus que ça. Bien sûr, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir jusqu'où ça peut aller. Parce que, voilà, demain, est-ce que ça peut s'arrêter Je répète, cette double manœuvre qui est de fournir de l'armement à l'Ukraine et en même temps d'augmenter le seuil de réactivité de l'OTAN. D'accord. Et donc, quand la France va fournir 12 canons César là, elle doit recompléter l'armée française de 12 canons. C'est ça. Enfin, de plus, parce qu'il y en avait plus qui étaient prévus. Hein. Donc, mais il y a cette double manœuvre que n'ont pas les Américains. Oui, parce que les Américains, ils ont des stocks énormes. Donc, forcément, ils peuvent lui fournir des stocks. Oui. Rapidement, Emmanuel. Alors, non, qu'on entende la politique. En complément de ce qui a été dit, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, parle d'une posture défensive de 40 000 hommes. Donc, là aussi, notre action est importante. Il n'y a pas de zone d'exclusion aérienne possible au-dessus de l'Ukraine. Elle est possible au-dessus de la mer Noire, elle est possible aux alentours, et c'est ça dont il est question pour que la France contribue davantage à cela. 4 Mirages en Roumanie, 4 Mirages qui ont été renvoyés en renfort en Estonie. À la Poédie. Oui, il faut aussi dire que même si aujourd'hui l'Ukraine ne demande plus fermer le ciel ukrainien à ses partenaires, elle demande déjà les armements, aussi les systèmes de protection aérienne. Livrez-nous ça, les systèmes de protection aérienne, on va protéger notre ciel nous-mêmes. Donc, et ça se passe. Actuellement, on voit le changement des mentalités, entrer plus en action. Et moi, je reviens toujours sur ce Land-Lease qui a été voté, ce crédit que pour l'instant, je pense qu'on n'a pas encore pris la juste mesure de l'importance de cette décision chez les Américains, parce que c'est l'accès illimité à toutes les demandes ukrainiennes, l'accès illimité, c'est-à-dire le oui sans condition à toutes les demandes ukrainiennes. Et les livraisons immédiates. Vous parlez des 33 milliards, là. Non, je parle de Land-Lease. C'est ce fameux crédit bail qui a été voté et dont on ne parle pas suffisamment, mais je pense qu'on viendra à ça plus tard quand les Européens comprendront l'importance de ça. Et là, on parle des quantités, des armements, mais hallucinantes. C'est-à-dire, on parle de 12 000 chars, de plusieurs milliers d'avions. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, l'Ukraine va accéder à ça. Il n'y a plus aucune vote nécessaire pour livrer ces armes. Il faut juste organiser le transport et aussi la formation, bien évidemment, des opérateurs ukrainiens de ces armes qu'ils vont recevoir. Juste une remarque pour faire la différence, vous soulignez à juste titre, entre les 33 milliards, dont les 20 milliards pour l'armement. Ça, c'est ce que les États-Unis vont donner. Le crédit bail, je rappelle, c'est un système complètement différent. C'est-à-dire que c'est totalement ouvert, mais il faudra payer. Il faudra payer. Il faudra payer plus tard. Ah, d'accord. Directement aux entreprises de défense. Je voudrais juste rajouter à cette question, il faudra payer, mais aujourd'hui, vous savez, les fonds russes sont arrêtés et, bloqués à l'étranger. Donc aujourd'hui, on sait qui va payer tous ces armements. C'est la Russie qui va nous payer tous ces crédits que l'Amérique nous octroie. Et aussi, déjà, le Congrès américain a voté la possibilité de remboursement des dettes de tout ce qu'on prête à
à l'Ukraine ou tous les crédits qu'on donne à l'Ukraine à partir des fonds russes qui sont arrêtés. Voilà, en tout cas, il y a une architecture financière qui se met en place par rapport à l'achat d'armes. Et on voit que c'est... Donc c'est la Russie elle-même qui va nous payer toutes ces armes qu'on va recevoir des États-Unis. Alors on voit la différence, en effet, l'architecture financière intéressante entre les États-Unis et l'Europe. Alors concrètement, là, sur le terrain, si vous nous rejoignez, il y a une ville en ce moment qui est vraiment qui subit la pression des forces russes. C'est la ville de Kharkiv. Ça fait près de 66 jours que cette ville est attaquée, située au nord-est de l'Ukraine, juste au-dessus de la région du Donbass. On va en parler justement du Donbass dans un instant, parce que c'est là où les combats se font les plus intenses. C'est situé à l'est de l'Ukraine, à la frontière avec la Russie. Nos reporters sur LCI sont sur le terrain et nous partons pour Kramatorsk. Il y a 3 semaines, un missile avait atteint la gare de cette ville, faisant une 50aine de morts. Et vous allez voir, la tension est véritablement au son maximum. On voit ça sur place avec Charlie Nurel. Nous sommes au cœur du Donbass et c'est une région très stratégique, notamment économiquement. En Ukraine, on a l'habitude de dire que c'est ici qu'on a l'acier, le charbon, tout ce qui sert finalement à faire des produits du quotidien. Là, vous avez du phosphate en face de vous. Vous voyez ces grandes étendues et c'est pour cela aussi que l'Ukraine redoute tant d'avoir une avancée des forces russes ici, parce qu'au-delà de manger un territoire du pays, ce serait une perte économique. Et on le voit bien, on vous laisse sur ces images pour regarder à quel point cette région est stratégique, notamment du point de vue économique. Merci Charlie Nurel. Donc c'était depuis Kramatorsk, on voit bien aussi qu'il y a des enjeux économiques. Elle était Charlie Nurel avec Éric Josset. Alors des combats qui se déroule donc essentiellement, je le disais, dans le Donbass. On va voir avec vous, Kadi Adoum Douas, et vos cartes, ce qu'il en est exactement de l'avancée des forces russes sur place. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, Jean-Mathieu, c'est que ça a pris beaucoup de retard, les avancées russes. On parle maintenant d'une guerre d'usure, selon de nombreux experts. Au cours des prochains mois, d'ailleurs, certains disent qu'on doit s'attendre à un combat au couteau. C'est ce que disent les responsables de la défense américaine. Alors, pour ce qui est de l'état des lieux, alors, vous voyez sur cette carte, en jaune, ce sont les territoires sous contrôle russe, assurer la zone séparatiste. Et puis, en violet, eh bien, ça, c'est l'objectif de la Russie, à savoir la fameuse technique de la tenaille, de partir du nord, du sud, pour écraser, si on peut dire, revenir dans l'intérieur des terres et prendre le Donbass dans son intégralité. On n'oublie pas, justement, pour ce qui est des combats en ce moment, de ce qui se passe, le ministère britannique de la Défense fait état de combats particulièrement intenses à Lysychansk, qui est à l'est de l'Ukraine, et à Severodonetsk. Severodonetsk, c'est la ville la plus à l'est qui était donc sous contrôle ukrainien. Et puis à noter également une petite victoire, mais une victoire de taille pour l'Ukraine. C'est la prise de la ville de Rouska-Lozova. Cette ville est importante parce qu'en fait, elle est située sur l'autoroute qui menait Kharkiv à la ville de Belgorod. Belgorod, c'est une base militaire russe qui a son importance en termes de ravitaillement, évidemment. Et c'est à partir de cette ville, de Rouska-Lozova, que les Russes, en fait, tiraient sur Kharkiv et sur toute la partie nord du Donbass. Pierre-Mathieu. Merci beaucoup, Kadi Adoum Douas, pour toutes ces précisions. Alors, on en parle beaucoup depuis le début de cette émission. Ce sont les États-Unis. C'est véritablement aujourd'hui presque une entrée en guerre. On en parlait déjà, bien sûr, auparavant avec l'aide militaire, mais là, on est passé à un autre niveau. On vous en parle depuis tout à l'heure de ce chiffre annoncé par Joe Biden, presque hallucinant, 33 milliards de dollars, dont 20 milliards qui doit servir à l'effort militaire. Et ça fait toujours l'objet de tensions, bien sûr, entre Moscou et Washington, au point qu'on parle d'une nouvelle guerre froide et d'une escalade verbale. Ça n'arrête pas de monter, finalement, depuis fin février, depuis le début de cette guerre en Ukraine. C'est un sujet de Suzanne Prez. Jusqu'où ira la joute verbale? Retour au premier jour de guerre. Joe Biden parle d'une attaque injustifiée et se prépare à une riposte économique. Vladimir Poutine, lui, réplique sans mettre de menace à exécution. Ceux qui tenteraient d'interférer avec nous doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. Quelques semaines plus tard, le ton monte. Lors d'un déplacement officiel en Pologne, le président américain tacle son homologue russe. Regardez ce que Poutine a fait à ces gens. Que pensez-vous de lui? Mercredi, nouvelle étape de franchie. Moscou brandit à nouveau la menace nucléaire. Si quelqu'un voulait se mêler à ces événements, notre réponse sera immédiate et rapide. Nous avons pour cela tous les instruments. Des instruments
que personne ne peut se vanter d'avoir. Des propos jugés irresponsables par Joe Biden, qui veut débloquer 33 milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine. Nous n'attaquons pas la Russie. Nous aidons l'Ukraine à se défendre contre l'agression russe. En réponse, les États-Unis refusent que Vladimir Poutine siège à la table du G20 en novembre. Un dernier épisode, loin d'apaiser les tensions entre Washington et Moscou. Voilà, alors Emmanuel Dupuis, c'est vrai qu'il y a eu cette proposition assez étonnante faite de la part d'Indonésie sur le G20 aujourd'hui de participer, de mettre à table ensemble la Russie et l'Ukraine. C'est dans 6 mois, tout de même ce G20, ça serait possible? C'est pas si étonnant que ça. Après tout, la Russie fait partie du G20 et le président Joko Widodo est dans son rôle, puisque sont membres du G20 l'Inde, la Turquie, le Brésil, évidemment la Chine, qui se sont soit abstenus, soit voté contre les résolutions onusiennes. Donc le G20 est tout à fait logique d'être prise pour réceptacle d'une diplomatie qui est bien plus large que celle du G7 ou du G8. Alors la France et les membres du G7 ont raison de rester fermes, se féliciter de l'invitation du président Zelensky et dire qu'ils refuseront la présence russe, mais enfin, il n'y a pas d'autre solution. Ils ne viennent pas ou ils acceptent la présence russe. C'est aussi simple que ça. Donc je crois que c'est un petit peu compliqué de mettre la pression sur ce sommet qui aura lieu à Bali en novembre prochain. Il va se passer beaucoup de choses entre-temps. Et accessoirement, le G20 n'est pas la seule configuration compliquée. Il y a une semaine de cela, réunion de FMI, la secrétaire d'État, la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a elle-même refusé que son homologue russe siège. Qu'est-ce qu'ont fait les Occidentaux? Donc les membres du G7 appartenant au FMI, ils se sont levés et n'ont pas participé à la séance. Ouais, c'est ça, Je ne vois pas vraiment ce qu'on pourrait faire d'autre, sauf à sortir du G20. Ce n'est pas vraiment notre intérêt. Moi, je pense qu'on aurait dû refuser la participation de la Russie, tout simplement, parce qu'on n'est pas dans la situation normale de l'État, de G20. On peut pas parler aujourd'hui comme si la situation était normale. Même s'il est membre de G20, il faut l'évincer de G20. C'est pas possible. Aujourd'hui, il y a un État qui bombarde, qui tue. Aujourd'hui, il y a la guerre qui se passe. On détruit un pays et on dit oui, on peut pas lui refuser parce qu'il est membre. Non, on le refuse. On dit non parce que chaque fois quand on l'invite, ça veut dire que quelque part on approuve son action, on lui parle comme un égal. Il n'est pas un égal. Ça doit être traité comme un détritus de la politique internationale. Et aussi, il faut avoir aussi le courage d'appeler finalement Vladimir Poutine comme un terroriste international. Donc, en étant terroriste international, on ne peut pas inviter un terroriste à s'asseoir à table avec les autres personnes. Donc, pour moi, c'est une erreur de l'inviter. Mais autrement, je pense qu'il ne viendra pas parce que pour toutes sortes de raisons, mais même si, supposons qu'il restera encore en vie au mois de novembre, ce que j'ai beaucoup de doutes là-dessus, d'ailleurs, on verra, mais il ne viendra pas, parce qu'il ne pourra pas franchir aujourd'hui les frontières de son pays. Donc, il est enfermé en Russie pour toujours. Alors, en tout cas, 6 mois, vous l'avez dit, c'est très long, encore, le mois de novembre. Général Trinquant, est-ce que finalement, je le disais, entrer en guerre, les Américains sont dans ce conflit là, depuis le début, mais là on voit avec l'argent de 33 milliards de dollars, si ce plan passe, en effet là on passe à une autre dimension, ça veut dire qu'aujourd'hui ça peut être décisif véritablement ou pas dans ce conflit, cet argent, ces 20 milliards de dollars dans ce plan de 33 milliards. Écoutez, si on peut prendre des comparaisons, et comparaison n'est pas raison, lorsque les États-Unis sont rentrés en guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, une fois que la machine industrielle américaine se met en route, il y a peu de choses qui lui résistent. Oui. Donc ça veut dire que c'est important. Je rappelle qu'il y a 2 points. Il y a un point stratégique et un point tactique. Sur le plan tactique, je répète que cette semaine est une semaine essentielle. Cette semaine-là, soit les Russes arrivent à percer à un endroit donné et à lancer une offensive, auquel cas ils seront en position, non pas de force, parce que c'est un croupion de victoire qu'ils auront, mais d'avoir quelque chose dans la main pour pouvoir dire maintenant on va négocier, soit ils ne l'ont pas, et je suis assez d'accord avec les avis qui avaient été exprimés là, la mobilisation générale, la guerre contre le monde occidental, c'est quelque chose qui va réunir les Russes autour de Poutine. Et il a intérêt à monter à ce moment-là le registre, non pas en nucléaire, je crois pas, c'est toujours du bluff, mais pour réunir le peuple russe en disant, vous voyez bien, le monde est contre nous et contre notre façon de voir, etc. Et alors, quand il dit le monde, d'ailleurs, on le sait bien, c'est pas le monde entier. Ouais. Parce que les 43 qui se sont abstenus à l'Assemblée générale des Nations Unies ne sont pas contre la Russie.
Donc, quand vous allez en Afrique, vous allez discuter avec les Africains, on a beaucoup de mal, hein. Il y a beaucoup de soutien là, pour la Russie. Mais ceci étant, il pourra essayer de montrer une espèce de coalition opposée à une autre coalition. Mais là, ça semble quand même de se dire que le 9 mai prochain, où Vladimir Poutine va célébrer donc cette victoire contre le nazisme, d'imaginer une mobilisation générale. Là, ça veut dire qu'on passe à un autre niveau de la guerre. Là. Bien sûr, mais ça lui permet, lui, en interne, de prendre des tas de mesures, de verrouiller encore plus la Russie, et d'être capable de mettre en œuvre des choses qu'il ne pourrait pas mettre en œuvre par ailleurs, mais en ayant bien montré que la menace, c'est plus simplement, il n'y a pas seulement l'Ukraine. C'est ça. Il y a l'OTAN dont on parle tout le temps sur toutes les chaînes russes en disant que c'est l'ennemi, c'est le diable, etc. Ben voilà, il est là, il est contre nous. On va continuer à en parler en allant sur place aussi en Ukraine. Nos reporters sont sur le terrain. On voit aussi le côté diplomatique et également français après la fin de cette conversation entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. On revient dans un instant sur LCI.